Je ne puis dire quelle fut mon agonie pendant la matinée du lendemain. Cela m'est demeuré comme un rêve horrible où mes sensations étaient si singulières, si troublées qu'il me serait difficile de les noter exactement. Ce qui rendait ma torture affreuse, c'est que j'espérais toujours un brusque réveil, et à mesure que l'heure du convoi approchait, l'épouvante m'étranglait davantage. Ce fut vers le matin seulement que j'eus de nouveau conscience des personnes et des choses qui m'entouraient. Un grincement de l'espagnolette me tira de ma somnolence. Madame Gabin avait ouvert la fenêtre. Il devait être environ 7 heures car j'entendais des cris de marchands dans la rue, la voix grêle d'une gamine qui vendait du mouron, une autre voix enrouée criant des carottes. Ce réveil bruyant de Paris me calma d'abord. Il me semblait impossible qu'on m'enfouît dans la terre au milieu de toutes ces dévies. Un souvenir achevait de me rassurer. Je me rappelais avoir vu un cas pareil au mien lorsque j'étais employé à l'hôpital de Guérande. Un homme y avait ainsi dormi pendant 28 heures. Son sommeil était si profond que les médecins hésitaient à se prononcer. Puis cet homme s'était assis sur son séant et il avait pu se lever tout de suite. Moi, il y avait déjà 25 heures que je dormais. Si je m'éveillais vers 10 heures, il serait temps encore. Je tâchais de me rendre compte des personnes qui se trouvaient dans la chambre et de ce qu'on y faisait. La petite Dédé devait jouer sur le carré car, la porte s'étant ouverte, un rire d'enfant vint du dehors. Sans doute, si Mono n'était plus là, aucun bruit ne me révélait sa présence. Les savates de madame Gabin traînaient seules sur le carreau. On parla enfin. Ma chère, dit la vieille, vous avez tort de ne pas en prendre pendant qu'il est chaud, ça vous soutiendrait. Elle s'adressait à Marguerite et le léger égouttement du filtre sur la cheminée m'apprit qu'elle était en train de faire du café. C'est pas pour dire, mais. Ah, j'avais besoin de ça, hein. À mon âge, ça ne vaut rien de veiller. Et puis c'est si triste la nuit quand il y a un malheur dans une maison. Allez, prenez donc du café, ma chère, une larme seulement. Et elle força Marguerite à en boire une tasse. Hein? C'est chaud, ça vous remet. Bah, il vous faut des forces pour aller jusqu'au bout de la journée. Maintenant, si vous étiez bien sage, vous passeriez dans ma chambre. Et puis vous attendriez là. Non, je veux rester, répondit Marguerite résolument. Sa voix, que je n'avais plus entendue depuis la veille, me toucha beaucoup. Elle était changée, brisée de douleur. Ah, chère femme, je la sentais près de moi comme une consolation dernière. Je savais qu'elle ne me quittait pas des yeux, qu'elle me pleurait de toutes les larmes de son cœur. Mais les minutes passaient. Il y eut à la porte un bruit que je ne m'expliquais pas d'abord. On aurait dit l'emménagement d'un meuble qui se heurtait contre les murs de l'escalier trop étroit. Puis je compris, en entendant de nouveau les larmes de Marguerite. C'était la bière. Non mais vous venez trop tôt, dit madame Gabin d'un air de mauvaise humeur. Posez ça derrière le lit. Quelle heure était-il donc? 9 heures peut-être, ainsi cette bière était déjà là. Et je la voyais dans la nuit épaisse, toute neuve, avec ses planches à peine rabotées. Mon Dieu, est-ce que tout allait finir? Est-ce qu'on m'emporterait dans cette boîte que je sentais à mes pieds? J'eus pourtant une suprême joie. Marguerite, malgré sa faiblesse, voulut me donner les derniers soins. Ce fut elle qui, aidée de la vieille femme, m'habilla avec une tendresse de sœur et d'épouse. Je sentais que j'étais une fois encore entre ses bras, à chaque vêtement qu'elle me passait. Elle s'arrêtait, succombant sous l'émotion, elle m'étreignait, elle me baignait de ses pleurs. J'aurais voulu pouvoir lui rendre son étreinte en lui criant Je vis et je restais impuissant. Je devais m'abandonner comme une masse inerte. Non mais, non mais vous avez tort, tout ça est perdu, répétait madame Gabin. Marguerite répondait de sa voix entrecoupée Laissez-moi aller. Je veux lui mettre ce que nous avons de plus beau. Je compris qu'elle m'habillait comme le jour de nos noces. J'avais encore ces vêtements dont je comptais ne me servir à Paris que les grands jours. Et puis elle retomba dans le fauteuil, épuisée par l'effort qu'elle venait de faire.
Alors tout d'un coup, Simoneau parla. Sans doute il venait d'entrer. Ils sont en bas, murmura-t-il. Bon, c'est pas trop tôt, répondit madame Gabin. Dites-leur de monter, faut en finir. Mais c'est que j'ai peur du désespoir de cette pauvre femme. La vieille parut réfléchir, elle reprit. Bon, écoutez, monsieur Simoneau, vous allez l'emmener de force dans ma chambre. Je veux pas qu'elle reste ici. C'est un service à lui rendre. Pendant ce temps, en un tour de main, ce sera bâclé. Ces paroles me frappèrent au cœur. Et que devins-je lorsque j'entendis la lutte affreuse qui s'engagea. Simoneau s'était approché de Marguerite en la suppliant de ne pas demeurer dans la pièce. Par pitié, venez avec moi, implorait-il. Épargnez-vous une douleur inutile. Non, 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 je resterai ici, je veux rester jusqu'au dernier moment, répétait ma femme. Songez donc que je n'ai que lui au monde et que lorsqu'il ne sera plus là, je serai seule. Cependant, près du lit, madame Gabin soufflait à l'oreille du jeune homme. Marchez, marchez, marchez donc, empoignez-la, emportez-la dans vos bras. Est-ce que ce Simoneau allait prendre Marguerite et l'emporter ainsi? Tout de suite elle cria. D'un élan furieux, je voulus me mettre debout, mais les ressorts de ma chair étaient brisés, et je restais si rigide que je ne pouvais même pas soulever les paupières pour voir ce qui se passait, là, devant moi. La lutte se prolongeait. Ma femme s'accrochait au meuble en répétant « De grâce, monsieur, lâchez-moi, je veux pas, je veux pas ». Il avait dû la saisir dans ses bras vigoureux car elle ne poussait plus que des plaintes d'enfant. Il l'emporta. Les sanglots se perdirent, et je m'imaginais les voir, lui, grand et solide, l'emmenant sur sa poitrine, à son cou, et elle, éplorée, brisée, s'abandonnant, le suivant désormais partout où il voudrait la conduire. Ah fichtre, ça n'a pas été sans peine, hein, murmura madame Gabin. Bon, allez, oups, maintenant que le plancher est débarrassé. Dans la colère jalouse qui m'affolait, je regardais cet enlèvement comme un rapt abominable. Je ne voyais plus Marguerite depuis la veille, mais je l'entendais encore. Maintenant c'était fini. On venait de me la prendre. Un homme l'avait ravie avant même que je fusse dans la terre. Et il était avec elle, derrière la cloison, seul, à la consoler. Et l'embrasser peut-être. La porte s'était ouverte de nouveau. Des pas lourds marchaient dans la pièce. « Allez, dépêchons, dépêchons !» répétait madame Gabin. « Cette petite dame n'aurait qu'à revenir, et puis… » Elle parlait à des gens inconnus et qui ne lui répondaient que par des grognements. « Moi, vous comprenez, je suis pas une parente, hein. Je suis qu'une voisine. J'ai rien à gagner dans tout ça. C'est par pure bonté de cœur que je m'occupe de leurs affaires. Et c'est déjà pas si gai, hein. Ah oui, j'ai passé la nuit, moi. Même qu'il faisait guère chaud vers 4 heures. Enfin, j'ai toujours été bête, hein. Je suis trop bonne, moi. » À ce moment, on tira la bière au milieu de la chambre et je compris. Allons, j'étais condamné puisque le réveil ne venait pas. Mes idées perdaient de leur netteté. Tout roulait en moi dans une fumée noire et j'éprouvais une telle lassitude que ce fut comme un soulagement de ne plus compter sur rien. On n'a pas épargné le bois, dit un des croque-morts. La boîte est trop longue. Il y sera à l'aise, ajouta un autre en s'égayant. Je n'étais pas lourd et ils s'en félicitaient car ils avaient 3 étages à descendre. Comme ils m'empoignaient par les épaules et par les pieds, madame Gabin tout d'un coup se fâcha. « Ah, sacrée gamine !» criait-elle. « Non mais, il faut qu'elle mette son nez partout celle-là. Attends, je vais te faire regarder par les fentes, moi. » C'était Dédé qui entrebâillait la porte et passait sa tête ébouriffée. Elle voulait voir mettre le monsieur dans la boîte. 2 claques vigoureuses retentirent, suivies d'une explosion de sanglots. Et quand la mère fut rentrée, elle causa de sa fille avec les hommes qui m'arrangeaient dans la bière. Elle a 10 ans, c'est un bon sujet, mais elle est curieuse. Non, je la bats pas tous les jours, hein, vous savez. Seulement, faut qu'elle obéisse. Oh vous savez, dit un des hommes, toutes les gamines sont comme ça. Hein. Lorsqu'il y a un mort quelque part, elles sont toujours à tourner autour. J'étais allongé commodément. J'aurais pu croire que je me trouvais encore sur le lit sans une gêne de mon bras gauche qui était un peu serré contre une planche. Ainsi qu'il le disait, je tenais très bien là-dedans grâce à ma petite taille.
Attendez, s'écria madame Gabin, j'ai promis à sa femme de lui mettre un oreiller sous la tête. Mais les hommes étaient pressés, ils fourrèrent l'oreiller en me brutalisant. Un d'eux cherchait partout le marteau avec des jurons. On l'avait oublié en bas et il fallut descendre. Le couvercle fut posé, je ressentis un ébranlement de tout mon corps lorsque 2 coups de marteau enfoncèrent le premier clou. C'en était fait. J'avais vécu. Puis les clous entrèrent un à un, rapidement, tandis que le marteau sonnait en cadence. On aurait dit des emballeurs clouant une boîte de fruits secs, avec leur adresse insouciante. Dès lors, les bruits ne m'arrivèrent plus qu'assourdis et prolongés, résonnant d'une étrange manière, comme si le cercueil de sapin s'était transformé en une grande caisse d'harmonie. La dernière parole qui frappa mes oreilles dans cette chambre de la rue Dauphine, ce fut cette phrase de madame Gabin. « Descendez doucement, hein, et méfiez-vous de la rampe au second, elle tient plus !» On m'emportait. J'avais la sensation d'être roulé dans une mer houleuse. D'ailleurs, à partir de ce moment, mes souvenirs sont très vagues. Je me rappelle pourtant que l'unique préoccupation de ce qui me tenait encore, préoccupation imbécile et comme machinale, était de me rendre compte de la route que nous prenions pour aller au cimetière. Je ne connaissais pas une rue de Paris, j'ignorais la position exacte des grands cimetières dont on avait parfois prononcé les noms devant moi, et cela ne m'empêchait pas de concentrer les derniers efforts de mon intelligence afin de deviner si nous tournions à droite ou à gauche. Le corbillard me cahotait sur les pavés. Autour de moi, le roulement des voitures, le piétinement des passants faisaient une clameur confuse qui développait la sonorité du cercueil. D'abord, je suivis l'itinéraire avec assez de netteté. Puis il y eut une station, on me promena, et je compris que nous étions à l'église. Mais quand le corbillard s'ébranla de nouveau, je perdis toute conscience des lieux que nous traversions. Une volée de cloches m'avertit que nous passions près d'une église. Un roulement plus doux et continu me fit croire que nous longions une promenade. J'étais comme un condamné mené au lieu du supplice, hébété, attendant le coup suprême qui ne venait pas. On s'arrêta, on me tira du corbillard, et puis ce fut bâclé tout de suite. Les bruits avaient cessé, je sentais que j'étais dans un lieu désert, sous des arbres avec le large ciel sur ma tête. Sans doute quelques personnes suivaient le convoi, les locataires de l'hôtel, Simoneau et d'autres, car des chuchotements arrivaient jusqu'à moi. Il y eut une psalmodie, un prêtre balbutia du latin, on piétina 2 minutes, puis brusquement je sentis que je m'enfonçais, tandis que les cordes frottaient comme des archets contre les angles du cercueil qui rendaient un son de contrebasse fêlée. C'était la fin. Un choc terrible, pareil au retentissement d'un coup de canon, éclata un peu à gauche de ma tête. Un second choc se produisit à mes pieds. Un autre, plus violent encore, me tomba sur le ventre, si sonore que je crus la bière fondue en deux. Et je m'évanouis. Combien de temps restai-je ainsi ? Je ne saurais le dire. Une éternité et une seconde ont la même durée dans le néant. Je n'étais plus. Peu à peu, confusément, la conscience d'être me revint. Je dormais toujours, mais je me mis à rêver. Un cauchemar se détacha du fond noir qui barrait mon horizon, et ce rêve que je faisais était une imagination étrange qui m'avait souvent tourmenté autrefois, les yeux ouverts, lorsqu'avec ma nature prédisposée aux inventions horribles, je goûtais l'atroce plaisir de me créer des catastrophes. Je m'imaginais donc que ma femme m'attendait quelque part, à Guérande, je crois, et que j'avais pris le chemin de fer pour aller la rejoindre.
comme le train passait sous un tunnel, tout à coup, un effroyable bruit roulait avec un fracas de tonnerre. C'était un double écroulement qui venait de se produire. Notre train n'avait pas reçu une pierre, les wagons restaient intacts, seulement, aux deux bouts du tunnel, devant et derrière nous, la voûte s'était effondrée, et nous nous trouvions ainsi au centre d'une montagne murée par des blocs de rochers. Alors commençait une longue et affreuse agonie, aucun espoir de secours. Il fallait 1 mois pour déblayer le tunnel. Encore ce travail demandait-il des précautions infinies, des machines puissantes. Nous étions prisonniers dans une sorte de cave sans issue. Notre mort à tous n'était plus qu'une question d'heures. Souvent, je le répète, mon imagination avait travaillé sur cette donnée terrible. Je variais le drame à l'infini. J'avais pour acteurs des hommes, des femmes, des enfants, plus de 100 personnes, toute une foule qui me fournissait sans cesse de nouveaux épisodes. Il se trouvait bien quelques provisions dans le train, mais la nourriture manquait vite, et sans aller jusqu'à se manger entre eux, les misérables affamés se disputaient férocement le dernier morceau de pain. C'était un vieillard qu'on repoussait à coups de poing et qui agonisait. C'était une mère qui se battait comme une louve pour défendre les 3 ou 4 bouchées réservées à son enfant. Dans mon wagon, 2 jeunes mariés râlaient au bras l'un de l'autre et ils n'espéraient plus. Ils ne bougeaient plus. D'ailleurs, la voie était libre. Les gens descendaient, rôdaient le long du train comme des bêtes lâchées en quête d'une proie. Toutes les classes se mêlaient. Un homme très riche, un haut fonctionnaire, disait-on, pleurait au cou d'un ouvrier en le tutoyant. Dès les premières heures, les lampes s'étaient épuisées, les feux de la locomotive avaient fini par s'éteindre. Quand on passait d'un wagon à un autre, on tâtait les roues de la main pour ne pas se cogner, et l'on arrivait ainsi à la locomotive, que l'on reconnaissait sa bielle froide à ses énormes flancs endormis, force inutile, muette et immobile dans l'ombre. Rien n'était plus effrayant que ce train ainsi muré tout entier sous terre, comme enterré vivant, avec ses voyageurs qui mouraient un à un. Je me complaisais, je descendais dans l'horreur des moindres détails. Des hurlements traversaient les ténèbres. Tout d'un coup, un voisin qu'on ne savait pas là, qu'on ne voyait pas, s'abattait contre votre épaule. Mais cette fois, ce dont je souffrais surtout, c'était du froid et du manque d'air. Jamais je n'avais eu si froid. Un manteau de neige me tombait sur les épaules, une humidité lourde pleuvait sur mon crâne, et j'étouffais avec cela. Il me semblait que la voûte de rocher croulait sur ma poitrine, que toute la montagne pesait et m'écrasait. Cependant, un cri de délivrance avait retenti. Depuis longtemps, nous nous imaginions entendre au loin un bruit sourd, et nous nous bercions de l'espoir qu'on travaillait près de nous. Le salut n'arrivait point de là pourtant. Un de nous venait de découvrir un puits dans le tunnel, et nous courions tous, nous allions voir ce puits d'air, en haut duquel on apercevait une tache bleue grande comme un pain à cacheter. Oh, quelle joie, cette tache bleue! C'était le ciel. Nous nous grandissions vers elle pour respirer. Nous distinguions nettement des points noirs qui s'agitaient, sans doute des ouvriers en train d'établir un treuil afin d'opérer notre sauvetage. Une clameur furieuse, sauvez, sauvez, sortait de toutes les bouches, tandis que des bras tremblants se levaient vers la petite tache d'un bleu pâle. Ce fut la violence de cette clameur qui m'éveilla. Où étais-je? Encore dans le tunnel, sans doute. Je me trouvais couché tout de mon long et je sentais, à droite et à gauche, de dures parois qui me serraient les flancs. Je voulus me lever, mais je me cognai violemment le crâne. Le roc m'enveloppait donc de toutes parts, et la tache bleue avait disparu. Le ciel n'était plus là, même lointain. J'étouffais toujours, je claquais des dents, pris d'un frisson. Brusquement, je me souvins. Une horreur souleva mes cheveux.
je sentis l'affreuse vérité couler en moi, des pieds à la tête, comme une glace. Étais-je sorti enfin de cette syncope qui m'avait frappé pendant de longues heures d'une rigidité de cadavre? Oui, je remuais, je promenais les mains le long des planches du cercueil. Une dernière épreuve me restait à faire, j'ouvris la bouche, je parlais, appelant Marguerite instinctivement, mais j'avais hurlé. Et ma voix dans cette boîte de sapin avait pris un ton rauque si effrayant que je m'épouvantais moi-même. Mon Dieu, c'était donc vrai, je pouvais marcher, crier que je vivais, et ma voix ne serait pas entendue. Et j'étais enfermé, écrasé sous la terre. Je fis une épreuve suprême pour me calmer et réfléchir. N'y avait-il aucun moyen de sortir de là? Mon rêve recommençait, je n'avais pas encore le cerveau bien solide, je mêlais l'imagination du puits d'air et de sa tache de ciel avec la réalité de la fosse où je suffoquais. Les yeux démesurément ouverts, je regardais les ténèbres. Peut-être apercevrais-je un trou, une fente, une goutte de lumière, mais des étincelles de feu passaient seules dans la nuit, des clartés rouges s'élargissaient et s'évanouissaient. Rien. Un gouffre noir, insondable. Puis la lucidité me revenait. J'écartais ce cauchemar imbécile. Il me fallait toute ma tête si je voulais tenter le salut. D'abord, le grand danger me parut être dans l'étouffement qui augmentait. Sans doute, j'avais pu rester si longtemps privé d'air grâce à la syncope qui suspendait en moi les fonctions de l'existence, mais maintenant que mon cœur battait, que mes poumons soufflaient, j'allais mourir d'asphyxie si je ne me dégageais pas au plus tôt. Je souffrais également du froid, et je craignais de me laisser envahir par cet engourdissement mortel des hommes qui tombent dans la neige pour ne plus se relever. Tout en me répétant qu'il me fallait du calme, je sentais des bouffées de folie monter à mon crâne. Alors je m'exhortais, essayant de me rappeler ce que je savais sur la façon dont on enterre. Sans doute j'étais dans une concession de 5 ans. Cela m'ôtait un espoir, car j'avais remarqué autrefois, à Nantes, que les tranchées de la fosse commune laissaient passer dans leur remblaiement continu les pieds des dernières bières enfouies. Il m'aurait suffi alors de briser une planche pour m'échapper, tandis que, si je me trouvais dans un trou comblé entièrement, j'avais sur moi toute une couche épaisse de terre qui allait être un terrible obstacle. N'avais-je pas entendu dire qu'à Paris on enterrait à 6 pieds de profondeur? Comment percer cette masse énorme? Si même je parvenais à fendre le couvercle, la terre n'allait-elle pas entrer, glisser comme un sable fin, m'emplir les yeux et la bouche? Et ce serait encore la mort, une mort abominable, une noyade dans de la boue. Cependant, je tâtais soigneusement autour de moi. La bière était grande. Je remuais les bras avec facilité. Dans le couvercle, je ne sentis aucune fente. À droite et à gauche, les planches étaient mal rabotées, mais résistantes et solides. Je repliai mon bras le long de ma poitrine pour remonter vers la tête. Là, je découvris dans la planche du bout un nœud qui cédait légèrement sous la pression. Je travaillai avec la plus grande peine. Je finis par chasser le nœud et de l'autre côté, en enfonçant le doigt, je reconnus la terre. Une terre grasse, argileuse et mouillée. Mais cela ne m'avançait à rien. Je regrettais même d'avoir ôté ce nœud comme si la terre avait pu entrer. Une autre expérience m'occupa un instant. Je tapais autour du cercueil afin de savoir si, par hasard, il n'y aurait pas quelque vide à droite ou à gauche,
Partout le son fut le même. Comme je donnais aussi de légers coups de pied, il me sembla pourtant que le son était plus clair au bout. Peut-être n'était-ce qu'un effet de la sonorité du bois. Alors je commençai par des poussées légères, les bras en avant avec les poings. Le bois résista. J'employai ensuite les genoux, marque-boutant sur les pieds et sur les reins. Il n'y eut pas un craquement. Je finis par donner toute ma force. Je poussai du corps entier si violemment que mes os meurtris criaient. Et ce fut là, à ce moment, que je devins fou. Jusque-là, j'avais résisté au vertige, au souffle de rage qui montait par instants en moi comme une fumée d'ivresse. Surtout, je réprimais les cris, car je comprenais que si je criais, j'étais perdu. Tout d'un coup, je me mis à crier, à hurler. C'était plus fort que moi. Les hurlements sortaient de ma gorge qui se dégonflait. J'appelais au secours, d'une voix que je ne me connaissais pas, m'affolant davantage à chaque nouvel appel, criant que je ne voulais pas mourir. Et j'égratignais le bois avec mes ongles. Je me tordais dans les convulsions d'un loup enfermé. Combien de temps dura cette crise? Je l'ignore, mais je sens encore l'implacable dureté du cercueil où je me débattais. J'entends encore la tempête de cris et de sanglots dont j'emplissais ces 4 planches. Dans une dernière lueur de raison, j'aurais voulu me retenir, et je ne pouvais pas. Un grand accablement suivit. J'attendais la mort, au milieu d'une somnolence douloureuse. Ce cercueil était de pierre, jamais je ne parviendrais à le fendre, et cette certitude de ma défaite me laissait inerte, sans courage pour tenter un nouvel effort. Une autre souffrance, la faim, s'était jointe au froid et à l'asphyxie. Je défaillais. Bientôt ce supplice fut intolérable. Avec mon doigt, je tâchais d'attirer des pincées de terre par le nœud que j'avais enfoncé, et je mangeais cette terre, ce qui redoubla mon tourment. Je mordais mes bras, n'osant aller jusqu'au sang, tenté par ma chair, suçant ma peau avec l'envie d'y enfoncer les dents. Comme je désirais la mort à cette heure. Toute ma vie, j'avais tremblé devant le néant, et je le voulais. Je le réclamais. Jamais il ne serait assez noir. Quel enfantillage que de redouter ce sommeil sans rêve, cette éternité de silence et de ténèbres. La mort n'était bonne que parce qu'elle supprimait l'être d'un coup pour toujours. Oh, dormir comme les pierres, rentrer dans l'argile, n'être plus. Mes mains tâtonnantes continuaient machinalement à se promener contre le bois. Soudain, je me piquai le pouce gauche, et la légère douleur me tira de mon engourdissement. Qu'était-ce donc? Je cherchais de nouveau. Je reconnus un clou que les croque-morts avaient enfoncé de travers et qui n'avait pas mordu dans le bord du cercueil. Il était très long, très pointu. La tête tenait dans le couvercle, mais je sentis qu'il remuait.
À partir de cet instant, je n'eus plus qu'une idée, avoir ce clou. Je passai ma main droite sur mon ventre, je commençai à l'ébranler. Il ne cédait guère, c'était un gros travail. Je changeais souvent de main car la main gauche, mal placée, se fatiguait vite, tandis que je m'acharnais ainsi. Tout un plan s'était développé dans ma tête. Ce clou devenait le salut, il me le fallait quand même. Mais serait-il temps encore? La faim me torturait. Je dus m'arrêter en proie à un vertige qui me laissait les mains molles, l'esprit vacillant. J'avais sucé les gouttes qui coulaient de la piqûre de mon pouce. Alors je me mordis le bras. Je bus mon sang, éperonné par la douleur, ranimé par ce vin tiède et âcre qui mouillait ma bouche. Et je me remis au clou des deux mains. Je réussis à l'arracher. Dès ce moment, je crus au succès. Mon plan était simple. J'enfonçai la pointe du clou dans le couvercle et je traçai une ligne droite, la plus longue possible, où je promenais le clou de façon à pratiquer une entaille. Mes mains se roidissaient, je m'entêtais furieusement. Quand je pensais avoir assez entamé le bois, j'eus l'idée de me retourner, de me mettre sur le ventre, puis, en me soulevant sur les genoux et sur les coudes, de pousser des reins. Mais si le couvercle craqua, il ne se fendit pas encore, l'entaille n'était pas assez profonde. Je dus me replacer sur le dos et reprendre la besogne, ce qui me coûta beaucoup de peine. Enfin, je tentai un nouvel effort, et cette fois le couvercle se brisa, d'un bout à l'autre. Certes, je n'étais pas sauvé, mais l'espérance m'inondait le cœur. J'avais cessé de pousser, je ne bougeais plus, de peur de déterminer quelque éboulement qui m'aurait enseveli. Mon projet était de me servir du couvercle comme d'un abri, tandis que je tâcherais de pratiquer une sorte de puits dans l'argile. Malheureusement, ce travail présentait de grandes difficultés. Les mottes épaisses qui se détachaient embarrassaient les planches que je ne pouvais manœuvrer. Jamais je n'arriverais au sol. Déjà, des éboulements partiels me pliaient l'échine et m'enfonçaient la face dans la terre. La peur me reprenait. Lorsqu'en m'allongeant pour trouver un point d'appui, je crus sentir que la planche qui fermait la bière, au pied, cédait sous la pression. Je tapai alors vigoureusement du talon, songeant qu'il pouvait y avoir à cet endroit une fosse qu'on était en train de creuser. Tout d'un coup, mes pieds enfoncèrent dans le vide. La prévision était juste. Une fosse nouvellement ouverte se trouvait là. Je n'eus qu'une mince cloison de terre à trouer pour rouler dans cette fosse. Grand Dieu, j'étais sauvé. Un instant, je restai sur le dos, les yeux en l'air, au fond du trou. Il faisait nuit. Au ciel, les étoiles luisaient dans un bleuissement de velours. Par moments, un vent qui se levait m'apportait une tiédeur de printemps, une odeur d'arbre. Grand Dieu, j'étais sauvé. Je respirais. J'avais chaud et je pleurais, je balbutiais, les mains dévotement tendues vers l'espace. Oh, que c'était bon de vivre. Ma première pensée fut de me rendre chez le gardien du cimetière pour qu'il me fît reconduire chez moi. Mais des idées, vagues encore, m'arrêtèrent. J'allais effrayer tout le monde. Pourquoi me presser lorsque j'étais le maître de la situation? Je me tâtais les membres. Je n'avais que la légère morsure de mes dents au bras gauche.
et la petite fièvre qui en résultait m'excitait, me donnait une force inespérée. Certes, je pourrais marcher sans aide. Alors je pris mon temps. Toutes sortes de rêveries confuses me traversaient le cerveau. J'avais senti près de moi dans la fosse les outils des fossoyeurs et j'éprouvais le besoin de réparer le dégât que je venais de faire, de reboucher le trou pour qu'on ne pût s'apercevoir de ma résurrection. À ce moment, je n'avais aucune idée nette. Je trouvais seulement inutile de publier l'aventure, éprouvant une honte à vivre lorsque le monde entier me croyait mort. En une demi-heure de travail, je parvins à effacer toute trace et je sautai hors de la fosse. Quelle belle nuit! Un silence profond régnait dans le cimetière. Les arbres noirs faisaient des ombres immobiles au milieu de la blancheur des tombes. Comme je cherchais à m'orienter, je remarquai que toute une moitié du ciel flambait d'un reflet d'incendie. Paris était là. Je me dirigeai de ce côté, filant le long d'une avenue dans l'obscurité des branches, mais au bout de 50 pas, je dus m'arrêter, essoufflé déjà. Et je m'assis sur un banc de pierre. Alors seulement je m'examinais. J'étais complètement habillé, chaussé même, et seul un chapeau me manquait. Combien je remerciais ma chère Marguerite du pieux sentiment qu'il avait fait me vêtir. Le brusque souvenir de Marguerite me remit debout, je voulais la voir. Au bout de l'avenue, une muraille m'arrêta. Je montai sur une tombe, et quand je fus pendu au chaperon de l'autre côté du mur, je me laissai aller. La chute fut rude, puis je marchai quelques minutes dans une grande rue déserte qui tournait autour du cimetière. J'ignorais complètement où j'étais. Mais je me répétais avec l'entêtement de l'idée fixe que j'allais rentrer dans Paris et que je saurais bien trouver la rue Dauphine. Des gens passèrent, je ne les questionnais même pas, saisi de méfiance, ne voulant me confier à personne. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'une grosse fièvre me secouait déjà et que ma tête se perdait. Enfin, comme je débouchais sur une grande voie, un éblouissement me prit et je tombai lourdement sur le trottoir. Ici, il y a un trou dans ma vie. Pendant 3 semaines, je demeurai sans connaissance. Quand je m'éveillai enfin, je me trouvais dans une chambre inconnue. Un homme était là, à me soigner. Il me raconta simplement que, m'ayant ramassé un matin sur le boulevard Montparnasse, il m'avait gardé chez lui. C'était un vieux docteur qui n'exerçait plus. Lorsque je le remerciai, il me répondait avec brusquerie que mon cas lui avait paru curieux et qu'il avait voulu l'étudier. D'ailleurs, dans les premiers jours de ma convalescence, il ne me permit de lui adresser aucune question. Plus tard, il ne m'en fit aucune. Durant 8 jours encore, je gardai le lit, la tête faible, ne cherchant pas même à me souvenir, car le souvenir était une fatigue et un chagrin. Je me sentais plein de pudeur et de crainte. Lorsque je pourrais sortir, j'irai voir. Peut-être dans le délire de la fièvre, avais-je laissé échapper un nom, mais jamais le médecin ne fit allusion à ce que j'avais pu dire. Sa charité resta discrète. Cependant, l'été était venu. Un matin de juin, j'obtins enfin la permission de faire une courte promenade. C'était une matinée superbe, un de ces gais soleils qui donnent une jeunesse aux rues du vieux Paris. J'allais doucement, questionnant les promeneurs à chaque carrefour, demandant la rue Dauphine. J'y arrivai. Et j'eus de la peine à reconnaître l'hôtel meublé où nous étions descendus. Une peur d'enfant m'agitait. Si je me présentais brusquement à Marguerite, je craignais de la tuer.
Le mieux peut-être serait de prévenir d'abord cette vieille femme, madame Gabin, qui logeait là, mais il me déplaisait de mettre quelqu'un entre nous. Je ne m'arrêtais à rien. Tout au fond de moi, il y avait comme un grand vide, comme un sacrifice accompli depuis longtemps. La maison était toute jaune de soleil. Je l'avais reconnue à un restaurant borgne qui se trouvait au rez-de-chaussée et d'où l'on nous montait la nourriture. Je levai les yeux, je regardais la dernière fenêtre du troisième étage à gauche. Elle était grande ouverte. Tout à coup, une jeune femme, ébouriffée, la camisole de travers, vint s'accouder et derrière elle, un jeune homme qui la poursuivait avança la tête et la baisa au cou. Ce n'était pas Marguerite. Je n'éprouvais aucune surprise. Il me sembla que j'avais rêvé cela et d'autres choses encore que j'allais apprendre. Un instant, je demeurai dans la rue, indécis, songeant à monter et à questionner ces amoureux qui riaient toujours au grand soleil, et puis je pris le parti d'entrer dans le petit restaurant en bas. Je devais être méconnaissable, ma barbe avait poussé pendant ma fièvre cérébrale et mon visage s'était creusé. Comme je m'asseyais à une table, je vis justement madame Gabin qui apportait une tasse pour acheter 2 sous de café, et elle se planta devant le comptoir. Elle entama avec la dame de l'établissement les commérages de tous les jours. Je tendis l'oreille. Eh bien, demanda la dame, cette pauvre petite du troisième, elle a donc fini par se décider? Ah ben que voulez-vous, répondit madame Gabin. Ah, c'était ce qu'elle avait de mieux à faire, hein. Monsieur Simoneau lui témoignait tellement d'amitié. Il avait heureusement terminé ses affaires, un gros héritage, et il lui offrait de l'emmener là-bas, dans son pays, vivre chez une tante à lui qui a besoin d'une personne de confiance. La dame du comptoir eut un léger rire. J'avais enfoncé ma face dans un journal, très pâle, les mains tremblantes. Bah, sans doute ça finira par un mariage, hein. C'était madame Gabin qui continuait. Mais je vous jure sur mon honneur que j'ai rien vu de louche. La petite pleurait son mari, et le jeune homme, il se conduisait parfaitement bien. Enfin, ils sont partis hier. Quand elle sera plus en deuil, n'est-ce pas, ils feront ce qu'ils voudront. À un moment, la porte qui menait du restaurant dans l'allée s'ouvrit toute grande et Dédé entra. Maman, tu montes pas? J'attends, moi, viens vite. Ah, tout à l'heure, tu m'embêtes, dit la mère. L'enfant resta, écoutant les deux femmes de son air précoce de gamine poussée sur le pavé de Paris. Dame, après tout, expliquait madame Gabin, le défunt ne valait pas monsieur Simoneau. Il me revenait guère, ce gringalet, toujours à geindre. Et pas le sou. Ah non, vrai, un mari comme ça, c'est désagréable pour une femme qui a du sang. Tandis que monsieur Simoneau, un homme riche, et puis fort comme un turc. Oh, moi je l'ai vu, un jour qui se débarbouillait, interrompit Dédé. Eh ben je l'ai vu, il en a du poil sur les bras. Bah, veux-tu t'en aller, toi? Cria la vieille en la bousculant. Mais tu fourres toujours ton nez où il doit pas être. Et puis pour conclure, elle lui dit tenez, l'autre, il a bien fait de mourir, hein. C'est une fière chance. Quand je me retrouvais dans la rue, je marchais lentement, les jambes cassées. Pourtant, je ne souffrais pas trop. J'eus même un sourire en apercevant mon ombre au soleil. En effet, j'étais bien chétif. J'avais eu une singulière idée d'épouser Marguerite, et je me rappelais ses ennuis de Guérande, ses impatiences, sa vie morne et fatiguée. La chère femme se montrait bonne, mais je n'avais jamais été son amant. C'était un frère qu'elle venait de pleurer. Pourquoi aurais-je de nouveau dérangé sa vie? Un mort n'est pas jaloux. Lorsque je levai la tête, je vis que le jardin de Luxembourg était devant moi. J'y entrai et je m'assis au soleil, rêvant avec une grande douceur. La pensée de Marguerite m'attendrissait maintenant. Je me l'imaginais en province, dame dans une petite ville,
très heureuse, très aimée, très fêtée, elle embellissait, elle avait 3 garçons et 2 filles, allons, j'étais un brave homme. J'étais un brave homme d'être mort, et je ne ferais certainement pas la bêtise cruelle de ressusciter. Depuis ce temps, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu un peu partout. Je suis un homme médiocre qui a travaillé et mangé comme tout le monde. La mort ne m'effraie plus, mais elle semble ne pas vouloir de moi à présent que je n'ai aucune raison de vivre, et je crains qu'elle ne m'oublie.